Bonjour à tous, je suis ravie de conclure la conférence en vous parlant de Lean dans le digital et particulièrement de comment est-ce qu'on a appliqué certains concepts de Lean Engineering dans notre industrie. Donc pourquoi le Lean dans le digital? Je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Theodo. Notre métier, c'est de concevoir et coder des produits digitaux sur mesure pour nos clients. Donc on est une boîte de codeurs, on a un groupe de 300 personnes, dont 85 ingénieurs développeurs, c'est-à-dire 85% des 300 qui conçoivent et ensuite codent des produits pour nos clients qui sont des entreprises. Je vous donne un exemple. On travaille pour un fabricant de moteurs d'avion français et pour ce client, on développe une application qui va aller chercher les données dans les boîtes noires des avions pour les analyser et ensuite faire des propositions d'optimisation des trajectoires de vol pour optimiser le carburant. Donc des problématiques à chaque fois très différentes, parce qu'on travaille avec plein d'industries, très complexes, très liées au métier de notre client et sur mesure. Donc moi, dans cette histoire, je suis la directrice des opérations, donc je suis responsable, une fois que les contrats sont signés, de sortir les produits dans les temps, dans les coûts et au niveau de qualité attendu par nos clients. Pour vous raconter comment on a appris le Lean, j'aimerais vous raconter une histoire réelle d'un des clients qu'on a sur un des projets. Je vais vraiment deep dive dans cette histoire, vous raconter vraiment les détails de comment ça s'est passé et comment est-ce qu'on a appliqué le Lean sur ce cas. Donc en septembre de cette année, on signe un contrat avec un client qui travaille dans l'expertise d'assurance. Alors l'expertise d'assurance, c'est quoi? Quand vous avez un dégât des eaux chez vous, une fuite d'eau, vous appelez votre assurance et là votre assurance elle doit qualifier votre dégât, votre sinistre. Et deux choix, soit c'est très simple, vous faites au téléphone et on passe à autre chose. Si c'est un dégât un peu plus important, en fait ils font venir des experts qui vont aller sur place, voir d'où vient la fuite pour faire ensuite une estimation de combien d'argent ils vont vous donner pour réparer, ou si en fait c'est même trop compliqué que eux-mêmes doivent faire venir des experts. Donc notre client, c'est l'expert qui vient sur le terrain. Et il nous demande de développer une application qui va permettre à un sinistré de recevoir un devis de réparation grâce à Internet. Donc, il a vu que le digital pouvait devenir une nouvelle source de business pour lui. Et pour la plupart des cas qui sont simples, au lieu de lui-même de mandater des experts qui vont sur place, et donc ça coûte de l'argent parce qu'il faut financer le déplacement, déplacer les experts. Il n'y en a pas beaucoup, du coup il y a du délai, environ une semaine. Donc quand vous avez 5 cm d'eau dans votre salle de bain pendant une semaine, vous n'êtes pas content. Donc pour la plupart des cas simples, il voudrait automatiser grâce au digital. Donc il nous appelle. Donc génial, super contrat. Les choses se compliquent quand il commence à nous expliquer ce qu'il veut que le produit fasse. Alors, première consigne du client, l'interface doit être très simple. Et ça se comprend, il a raison. Quand vous avez 5 cm d'eau dans votre salle de bain, vous êtes très énervé, vous êtes stressé, vous avez envie que l'interface dans laquelle vous allez répondre aux questions soit simple, compréhensible. Mais en même temps, il nous dit, l'expertise, c'est un sujet très complexe en fait. Les questions qu'on doit poser pour bien faire l'estimation du devis, elles sont spécifiques. Où est la tâche d'eau, etc. Donc il nous dit, le produit doit être simple et précis. Premier challenge. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est vous devez aller très vite. Parce que nous, on aimerait faire la démo à nos clients qui vont être les assurances, en janvier 2020. Par contre, un argument de vote majeur, ce sera la qualité du code. Il faut que ce soit nickel chrome. Donc, vous devez aller très très vite, mais par contre, tout doit être parfait. Ok, sacré challenge. Et cerise sur le gâteau, comme en fait on ne sait pas encore qui vont être leurs clients, le produit doit être intégrable chez n'importe quel assureur, dans n'importe quel système d'information d'assureur. Donc voilà, c'est le brief du projet. Et en fait, je commence en vous racontant ça parce que je pense qu'en ingénierie, en industrie, il y a les mêmes contraintes, il y a les mêmes challenges. On doit faire une courroie de transmission qui est à la fois légère et résistante. On doit faire une voiture qui est à la fois belle mais compacte. Alors je m'arrête là parce que je m'y connais pas trop, mais c'est pour vous montrer que dans le digital, nous aussi, on a des briefs produits, on se dit mais comment on va faire? Alors petite explication de comment ça se passe un projet informatique dans la normale. D'abord le métier, donc les gens qui ont l'expertise, dans mon cas les experts, écrivent ce que l'application doit faire, ce que le produit doit faire.
Ensuite, une fois qu'ils ont écrit leur science, vraiment eux leur expertise, des designers prennent ce document et commencent à dessiner les écrans. Ok, ça doit se comporter comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait les dessins, les maquettes, les ingénieurs prennent ces maquettes et se disent ok, comment on va coder, comment on va concevoir techniquement ce comportement qu'on voit sur l'écran. Et une fois que cette phase est terminée, on passe au développement. Donc si je fais une analogie avec toutes les entreprises qu'on a vues tout à l'heure, à part évidemment l'enseignement supérieur qui était aussi un cas spécial, mais vous avez une première phase de conception puis une phase de production. Donc moi je vais vous parler on a commencé Théodo nous de la production, je pense comme beaucoup de Lean Practitioners. Là je vais vous parler de notre expérience récente sur la partie plutôt Lean Engineering, donc comment on fait du Lean sur la partie de gauche. Donc l'équipe qui est pluridisciplinaire, parce que dedans, je vous ai dit, il y a des designers, il y a des experts métiers, il y a des codeurs, il y a des architectes, se rassemblent et se disent ah non, j'ai oublié un point important. Dans la vraie vie, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des informations qui manquent à chaque étape. Du coup, il commence à y avoir des allers-retours, des trous dans la raquette, des problèmes de qualité, qui aboutissent souvent à la fin à un retard de production. Pour vous donner une anecdote, on discutait avec un DSI d'une grande banque française. Il disait qu'en moyenne, les projets mettaient 18 mois à sortir, donc 1 an et demi pour développer un produit digital, c'est juste inimaginable, mais c'est la réalité. Et quand le produit sort en retard, généralement il est de mauvaise qualité. Donc en plus de ça, c'est pas ce que le client voulait. Donc nous, on se rassemble et on se dit, ok, que nous dit le Lean? Donc là, vous voyez, good thinking, good products. C'est génial parce qu'en fait, les 2 conférences avant moi, on en parlait. Donc j'insiste. Ce qui fait les bons produits, c'est pas la précision du cahier des charges. Ça fait pas un bon produit du tout. Ce qui fait un bon produit, c'est le niveau de compréhension globale qu'a l'équipe, chacun dans son métier, sur l'objectif final à atteindre. Et tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait, grâce à différentes pratiques, à différents outils, pour augmenter ce niveau de compréhension de la pratique de chacun. Donc là, je vais deep dive. Je vais vous montrer ce qu'on appelle l'OBEA produit de l'équipe qui a dû réaliser le produit pour les sinistrés. Donc, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la photo du mur que j'ai prise hier soir. Donc là, c'est la version à date. On est passé par beaucoup de chemins. On s'est planté. Hein. On a itéré. Et je pense que dans un mois, elle n'aura pas cette tête-là. Et je vous raconterai après les erreurs qu'on a faites. Il y a 2 parties dans cette OBEA. Il y a la partie du haut, qui est le concept paper, qui aide l'équipe à clarifier l'objectif à atteindre. Et la deuxième partie, c'est les challenges pour chaque système. Je rentre dans le détail. Donc, la première partie, le concept paper. Donc, le concept paper, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est important de créer de la clarté sur qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et c'est pas, encore une fois, un cahier des charges ou de la spécification détaillée qui va permettre d'avoir ça, parce que par définition, c'est très gros un cahier des charges. Et en fait, l'équipe elle a besoin d'avoir quelques réponses claires à des questions simples. Qu'est-ce que le client veut faire? Comment est-ce que le produit permet d'atteindre l'objectif? Les challenges que le produit doit relever, les contraintes et les risques, et les autres critères de succès. Donc là, l'équipe ici, en conception produit, ensemble, ils travaillent sur qu'est-ce que c'est une bonne application pour qualifier un sinistre. Déjà, l'utilisateur doit être en confiance, parce qu'on parle d'assurance. Donc, on est tous défiants vis-à-vis de notre assurance. On sait qu'ils essaient de nous rouler dans la farine. Donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on travaille sur cette émotion-là. Deuxièmement, le temps de déclaration... Ah non, excuse-moi, je me suis trompée de... Le temps de déclaration doit être inférieur à 3 minutes pour un sinistre simple. 10 minutes maximum pour quelque chose de complexe. Parce que quand vous faites le choix d'aller sur une application versus passer un coup de téléphone, vous faites un deal en fait. Vous vous dites, ok, je vais passer moins de temps à attendre que quelqu'un me réponde plutôt que d'aller sur l'ordinateur. Si l'ordinateur tient pas sa promesse et qu'en fait vous perdez plus de temps à répondre sur l'écran plutôt qu'à appeler le service client, le produit n'a aucune chance de marcher. C'est sa promesse. Et enfin, la majorité des types de sinistres doit être directement traitable sur l'application. Si l'application est moins intelligente qu'un expert, que 3 cas sur 4, elle vous dit « bon ça je sais pas, faut que tu appelles le centre client », vous avez perdu votre temps. Donc ça c'est toute l'équipe, elle se met d'accord sur c'est quoi les challenges.
Ensuite, comme dans n'importe quel projet, vous avez des risques, des jalons, et d'autres critères de succès. Là, vous voyez ici, là, l'équipe, elle a travaillé sur l'émotion. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appris à l'Académie Lean Engineering. C'est le concept de le produit est une émotion. Un produit se vend parce qu'il véhicule une émotion et qu'il y a une connexion entre l'utilisateur et l'objet via une émotion. Donc nous, on a travaillé sur les couleurs, sur la police, pour essayer de dégager une émotion. Et donc l'émotion qu'on vise, c'est la confiance. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Donc ça, c'est notre adaptation du concept paper, qui est un concept qui vient du Lean, dans notre cas, en ingénierie. Deuxième partie de l'OBEA, les challenges pour chaque système. Donc quand j'ai commencé à faire ça, j'étais un peu perdue parce que j'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire, et donc j'ai regardé une vidéo de Mike Swears, qui est le chief engineer d'une gamme de Toyota qui est la Tundra, il y a aussi la Tacoma, donc c'est des gros pick-up. Et dans cette vidéo, en fait, ça m'a vraiment éclairé parce que il y a un journaliste spécialisé dans l'automobile qui lui pose des questions. Et en fait, à chaque fois qu'il répond, il revient au challenge de son véhicule. Donc, par exemple, il lui pose une question en lui disant, mais vous avez fait le choix de faire un moteur en aluminium, pourquoi? Et en fait, au lieu d'expliquer, je sais pas, le coût de l'aluminium, etc., il dit, bah en fait, c'est très simple. Lui, il est obsédé par le poids du véhicule. Il veut que ce soit le plus léger possible, et il explique que l'aluminium est plus léger que l'acier. Et donc je me suis dit, ok, en fait, il faut que je comprenne, dans le digital, c'est quoi mon acier, c'est quoi mon aluminium. Et c'est quoi les choix que je vais devoir faire en ingénierie, les différentes technologies, pour faire le meilleur produit, qui moi, dans mon cas, doit pas être le plus léger possible, mais doit créer de la confiance et résoudre les challenges que vous avez vus tout à l'heure. Bah nous aussi, en fait, on a nos aciers, nos aluminiums. Ils ont des petits noms exotiques. C'est des technologies web. Alors, ça s'appelle Symfony, ça s'appelle Python, ça s'appelle Node. Il y en a plein. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Et je vais vous donner un exemple là sur le système d'architecture du coup technique des choix qu'on a fait. Donc là, comme en industrie, je pense, on a dessiné l'architecture du produit. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est l'architecte, Yann, qui a explicité les challenges de son système pour résoudre les challenges du produit. Donc il dit, je dois faire fonctionner le moteur de règles du chiffrage pour que l'on puisse saisir les règles des différents assureurs. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore à quel assureur on va se plugger, donc il faut que l'intelligence du moteur, elle soit agnostique. Il dit d'autres choses, il dit qu'il doit se déployer facilement dans le SI de ses assureurs, je vous en ai parlé, et il doit aller vite. Et là, en face, vous avez le schéma d'architecture et vous voyez les choix de techno qu'il a fait pour répondre à ces points. Donc je prends un exemple en particulier, cette flèche-là, là. Ici, vous avez un petit logo, c'est le logo de Symfony. Ici, vous voyez PHP 7.4, Symfony 4. C'est la version d'une technologie qu'il a utilisée, mais ça, c'est l'équivalent de son acier et son aluminium. Il a choisi d'utiliser Symfony parce que c'est une technologie robuste. Comme je vous l'ai dit, le client nous a dit la qualité du code, elle doit être impeccable. Donc on sait que Symfony nativement est de qualité. Versus rapide. Donc là, il fait un trade-off. Il décide dans cette décision d'ingénierie qu'il va utiliser une technologie qui est plus robuste, qui est un peu plus difficile à manier, donc on peut aller moins vite, on peut prendre moins de raccourcis. Donc il sait que là, il tape là-dessus. Et du coup, après, vous allez voir, il va aller parler au métier pour savoir comment tenir les délais quand même. En tout cas, il explique ça. Et la deuxième raison pour laquelle il a pris cette technologie, c'est que elle fait partie des technologies, il n'y a pas que celle-là, mais elle fait partie des technologies qui lient facilement un format de données, qui est le format de données des assureurs. Donc il a en tête les contraintes là, s'interfacer avec le SI des assureurs, faire du code robuste, et il choisit ces technos, comme en ingénierie dans l'industrie. Ensuite, en dessous, comment est-ce qu'on utilise l'OBEA? Donc une fois qu'on a explicité chacun des challenges des différents départements. Donc la valeur de ça, c'est que le designer qui fait des maquettes, il sait pourquoi est-ce que le produit est en Symfony. Vous allez me dire, ça sert à rien. Lui, pour faire des maquettes, il n'a pas besoin de savoir pourquoi on fait du Symfony ou du Node. En fait, ce qu'on observe, c'est que l'équipe qui se comprend vraiment mieux, même si c'est pas dans son métier, arrive à la fin à mieux communiquer et à prendre des décisions plus facilement. Donc, il y a un intérêt même au sein du team building, que ce soit moins siloté en fait, que l'équipe travaille mieux ensemble. Et en dessous de chaque challenge technique, il y a un topo sur le challenge en cours. Donc en fait,
Je reviens sur la slide d'avant. Voilà, Yann, il a trouvé une solution pour le point 1, donc il a mis OK. Ensuite, par contre, en ce moment-là, il est en train de bosser sur le point 2. Il y a marqué déploiement ici assureur. C'est le point 2 que vous voyez là. 2, permettre de déployer facilement. Et donc là, il explique. Il explique en fait les différentes options et l'astuce qu'il est en train de mettre en place pour pouvoir gérer 2 cas. Soit un déploiement en mode SaaS, soit un déploiement hébergé chez l'assureur. Et donc là, ici, c'est le pipeline et la technologie. Donc là, il parle de Docker, qui est une technologie qui permet de faire les deux. Et chacun des autres départements fait la même chose. Donc qu'est-ce que moi j'ai appris et qu'est-ce que l'équipe a appris et où est-ce qu'on en est dans notre pratique du management visuel pour augmenter la connaissance de l'équipe. Rappelez-vous, good thinking, good products. Donc déjà ça, c'est très utile en phase de conception. Quand ils ont dû prendre des décisions stratégiques, c'était vraiment un outil efficace pour eux. Là, en ce moment, ils sont en phase de dev, ils sont en phase de prod, et je discutais avec eux hier, et je leur dis, ouais, est-ce que vous vous en servez? Ils me disent, plus trop. Parfois, mais c'est très utile en phase de conception, et ils m'ont dit, on aurait été content d'avoir une version aussi aboutie au début du projet. Je vais vous montrer avant ce qu'on avait, c'était pas ça. Je vous ai dit, l'équipe a une meilleure compréhension de ce qu'elle fait au global. Et aussi, ce qu'on a appris, c'est que ce n'est pas un outil de pilotage de projet. C'est pas là que vous imprimez vos diagrammes de Gantt pour savoir si vous êtes en retard ou à l'heure sur le développement. Ça ne sert à rien. Et c'est un biais qu'on a tous de vouloir traquer, contrôler, mesurer si on est à l'heure sur le dev et sur la prod. Ça sert à rien. Si vous pouvez, nous on l'a fait pendant des années, on imprimait les vues écrans de nos outils de management de projet et on les mettait sur les murs. Personne ne regardait, et puis c'était jamais à jour. Donc l'OBEA n'est pas un outil de pilotage. Voilà, là je vous ai pris une photo de à quoi elle ressemblait en octobre 2019. Donc là on avait imprimé tout ce qu'on avait fait en conception. Donc notre étude de business model, le marché, le produit. Il y avait, c'était un PowerPoint imprimé en fait. Enfin, vous retrouvez le format slide. On avait imprimé les slides, on les avait mis au mur, donc personne s'en servait. Donc un des points importants aussi, c'est faut que ce soit simple. Pas beaucoup de feuilles, pas beaucoup de quantité d'informations, sinon trop lourd. Voilà. Alors les résultats à date de cette expérience. Tout à l'heure, nos amis de Hutchinson disaient un point très juste, c'est que le résultat ne vaut que si on comprend la méthode par laquelle on y est arrivé. Donc comme c'est très récent, je prends ces résultats-là avec des pincettes et il va falloir que je fasse encore des OBEA dans différents contextes pour être sûr que c'est corrélé. En tout cas, ce que je peux vous dire à date, c'est que notre client est content. Il note à excellent notre vitesse et notre accompagnement. Les utilisateurs, qui sont différents du client, sont aussi contents. Ils notent à 4 sur 5 le fait d'être accompagnés par le produit. Ils se sentent bien accompagnés, donc plutôt positif. Et on a un premier potentiel acheteur. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est peut-être mon résultat favori parce que on pensait avoir des premières démos en début 2020. Je vous l'ai dit au début de mon talk. Et en fait, premier contact d'un potentiel client début novembre. Donc ça peut être un signe aussi que le produit est de bonne facture. Donc voilà, je conclus là-dessus. On verra dans quelques mois où on en est, mais j'étais ravie de discuter avec vous de ça. Merci. Alors, comme il y a des tas de spécialistes du digital dans la salle, il va y avoir plein de questions. Hein, Caroline? Bonsoir. J'étais interpellée par, je me présente, Marie-Gabrielle Pujol au CHU de Tours, et j'étais interpellée par la phrase quand vous avez dit l'OBEA n'est pas un outil de pilotage.
Et jusqu'à présent, j'avais plutôt, ou alors j'avais vraiment mal compris, mais plutôt compris le contraire. J'aurais bien aimé un peu plus d'explications. Oui, bah, moi aussi. Je pensais que c'était un outil de management de projet, donc des indicateurs clairs au mur. Quand l'équipe lève le nez, du coup, elle voit si elle est en retard ou à l'heure. Et en fait, moi, j'ai vraiment essayé de faire ça pendant 2 ans, et en fait, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que jamais à jour et jamais regarder vraiment. Donc le chef de projet, toutes les semaines, quand il y a la gamba du boss, il imprime les indicateurs, il les met à jour, il fait semblant que c'était bien là, mais en fait, c'est pas vrai. Et en fait, c'est l'intention de cet outil. L'intention, c'est augmenter le niveau de compréhension de l'équipe pour faire des meilleurs produits. Donc on est sur la compréhension, la discussion, le débat. Et le pilotage, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, hein. Mais c'est dans les ordinateurs. C'est des indicateurs qu'on suit tous les jours. Et donc en fait, c'est beaucoup plus simple de les mettre à jour digitalement. Et en fait, ils sont dans des mails, ils sont là, hein, mais ils sont pas au mur. Je ne sais pas si ça répond à... Alors, il faut absolument qu'il y ait des questions, parce qu'on est un peu embêté, on avait pris du retard, il y en a. Et là, on est en avance, et donc Jean-Baptiste est parti préparer le feedback du Work Café. Franck Vigneault, Rexel, responsable qualité des données. Donc, je ne suis pas sur le digital, mais en tout cas, mon travail porte et est directement utilisé par le digital chez nous, chez Rexel. Quel est le cheminement qui amène une entreprise digitale à se lancer dans une démarche lean, ce qui n'est pas forcément tout à fait intuitif initialement? Alors, la boîte à Théodo a 10 ans. On s'est mis au lean à la 3e année. On a commencé à faire un peu de croissance et les fondateurs se sont mis à déborder par la quantité de problèmes qui émergeaient sur les projets informatiques. Ils étaient juste rincés, en fait. Et l'un des fondateurs était à une conférence comme celle-là et il a commencé à comprendre tout le potentiel de lean pour aider les gens à résoudre leurs problèmes d'eux-mêmes, et que ce soit pas le boss en pompier qui aille partout. Et il s'est dit, c'est soit je fais ça, soit j'arrête dans 2 ans parce que je suis en burn-out. Et donc, ils ont investi massivement, les 2 fondateurs, dans le lean. Et donc, aujourd'hui, contrairement à peut-être d'autres participants de la conférence, j'estime qu'on est lean native. On dit digital native, moi je dirais que je suis lean native. C'est-à-dire que dans le handbook qu'on donne à tous les collaborateurs de Théodo, on parle du lean. 2e page. Donc, c'est vraiment dans la culture, dans le mindset, tout le monde en fait. Mais pour vous raconter l'histoire, c'était ça. C'était le début de la croissance, donc l'explosion des problèmes et la fatigue des dirigeants qui en pouvaient juste plus d'éteindre les feux. Donc là, je vous renouvelle, si vous voulez comprendre ce que dit Caroline là, sur ce sujet, c'est de revoir la présentation de... L'un des fondateurs, c'est Benoît. La présentation de Benoît, qui est l'un des 2 associés, sur comment j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, de multiplier mon chiffre d'affaires par 10 en 4 ans, parce qu'il explique bien ça, c'est-à-dire en quoi ils ont démarré quasiment avec le lean. Et donc, en fait, l'avantage qu'ils ont sur... Je prends Hutchinson parce que c'est une des plus vieilles sociétés qui existent en France, hein, on est d'accord, à peu près. Donc effectivement, il y a un passif, il y a un passé, il y a des habitudes, il y a une culture, etc., etc. Et donc, à surmonter. Eux, ils n'ont pas ça, ils partent de zéro. Non. Vous parlez d'Obeya qui n'est pas, je reviens sur de Madame sur l'aspect planning. Est-ce qu'on ne confond pas dans le mot Obeya aujourd'hui l'Obeya technique, qui est pour moi ce que vous présentez et qui est l'écriture